Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 162. Aujourd'hui, on est le 7 juillet déjà, 7 juillet 2026, et on n'est pas dans un studio ou chacun dans son bureau. On est tous ensemble parce qu'on est en conférence, on est à Rivière-à-Dève, dans le sud de la France, Tiens, à regarde, Sophie Antipolis. C'est un fond vert, regarde. Tu vois pas? En fait, il n'est pas là. Et donc, comme vous pouvez voir, je suis entouré de gens merveilleux qu'on va commencer à présenter. À ma droite, il y a Antoine. Antoine, tu peux nous raconter qui tu es? Alors oui, je peux raconter qui je suis. Donc, je suis Antoine Sabot-Durand. Je suis directeur technique chez Siam, une petite boîte de conseil qui fait de l'expertise en architecture, en Java, en IA, etc. Et avant ça, j'étais chez Red Hat, dans laquelle j'ai mené un certain nombre de spécifications, dont CDI, dont des spécifications microprofile, etc., etc. Puis bon, voilà, j'ai un certain nombre d'années au compteur concernant Java. Donc, on va peut-être pas détailler tout ça tout de suite. Et oui, parce que si vous regardez la vidéo, vous verrez que l'épisode d'aujourd'hui risque d'être très centré sur Java. Et à ma gauche, il y a Emmanuel. Bonjour Emmanuel, tu peux Bonjour. raconter qui tu es? Oui, donc moi je suis développeur C. Et C'est là. non. Pour la petite histoire, j'avais mon premier stage un peu autour de l'informatique et la personne disait vous connaissez C6 ou je sais plus quoi. Je dis je connais la version 5. Il dit bon bah ça ira. Et puis je suis couru à la Fnac pour acheter un bouquin pour comprendre comment ça se codait en C. Mais bon, j'ai quand même eu le stage, donc voilà. Donc non, je suis pas développeur C, donc pareil comme Antoine, roulé énormément ma bosse dans Java et dans l'open source, donc vraiment aidé vraiment les premières phases d'open source de Java, donc le middleware à l'époque, les trucs comme Spring, les trucs comme Hibernate. Alors Spring, moi j'ai pas contribué, mais j'ai contribué à Hibernate, j'ai l'idée Hibernate. Fait plein d'autres choses au milieu, des choses que vous avez peut-être connues, Debezium où j'ai aidé, de la data grid qui s'appelle Infinispan, et puis Je me sens très vieux tout d'un coup. ouais, c'est clair. Moi j'ai beaucoup tourné autour de la data, et puis plus récemment le gros projet que j'ai, je suis vraiment très content d'avoir lancé. Donc je suis cofondateur de Quarkus. Qui a sa vie et pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas Java, c'est une stack applicative pour écrire des applications en tout genre, du microservice, de la CLI, de l'IDA, etc. Et puis bien après Antoine, mais quand même j'ai fait le choix. Donc j'étais chez Red Hat, j'ai fait 20 ans et quelques mois là-bas. Et donc j'ai fait le choix de couper le cordon, de sauter le pas. Donc c'est un gros truc pour moi. Donc moi je réfléchis à un projet. Donc j'ai une petite société qui s'appelle Exactgon, HEXACTGON.com. Et je réfléchis à le développement d'applications agentiques, probablement en Java, mais développement d'applications agentiques pour le business. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quels outils on a besoin? Donc, je réfléchis à ça et puis j'accompagne des gens en mentoring de CTO, de lead technique, en mission autour de Java ou de l'IA aussi pour co-apprendre avec les gens. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, on verra un peu. Oui, carrément. Et Yann, tu es la dernière. Qui tu es? Raconte-nous. Eh bien, bonjour, moi c'est Yann Blazard, donc je suis tech lead chez Siam, donc avec Antoine. Ça fait 26 ans que je roule ma bosse dans le monde Java à peu près, on va dire. J'ai aussi contribué à quelques projets open source comme Tommy, JaxWS, enfin Metro, l'implémentation Metro, d'autres petits trucs, WCAT-XJS, et j'ai commencé à intégrer un petit peu la communauté Java en 2012. À l'époque avec Antoine, sur mes premiers labs en fait, au tout début de Devoxx France. Voilà. Ça date. C'était encore au Marriott en fait avec la superbe moquette. C'était voilà un vieux souvenir. C'est moquette qui a marqué toute Voilà. une génération de développeurs.
Et puis là, un peu comme tout le monde, on est en train de se diriger un petit peu vers l'IA, l'agentique, tout ce qui est un peu à la mode. Il faut bien faire ça, mais on n'oublie pas derrière on reste quand même des développeurs et des amoureux du code. Bon, Je trouve que c'est un peu plus la mode que, enfin, juste je rebondis là-dessus, tu sens qu'il y a quand même un truc de fond, un potentiel énorme. C'est un peu plus qu'une mode. Oh, allez, maintenant on passe de l'architecture 3 tiers à l'architecture autre chose. Bon, il y a un peu plus que ça, je trouve. c'est clair. Et donc, avant de nous lancer, parce que je pense qu'on va avoir plein de trucs à discuter, on est donc à Riviera Dev, c'est une conférence à Sophie Antipolis, et vous êtes tous les trois, on est tous les quatre speakers, donc, et si vous nous racontez un petit peu sur quoi vous savez ou vous allez parler dans cette conf? Qui va se lancer, piquer le micro, faites comme à la maison. Je vais le faire. Je vais commencer, je vais faire un peu ma pub. Alors, oui. Donc Antoine et moi, et puis Emmanuel Hugonnet aussi, qui est pas avec nous, mais qui est un de nos coworkers sur le projet Langchain4j CDI. En fait, c'est un petit projet qu'on a fait pour faire la glue entre Langchain4j et les conteneurs CDI. Ça comprend donc Quarkus. Ça marche sur Quarkus. Voilà. Sur Elidon, Liberty, Glassfish, un peu tout ce qui est legacy. C'est la brique qui va permettre en fait de brancher votre Langchain4j à vos outils professionnels. Donc cette petite brique là commence à faire un peu de bruit. On a déjà fait pas mal de petites conférences à droite à gauche là-dessus. On la présente. On avait un workshop en fait lundi matin là au Riviera pendant 3 heures. Et ce soir en fait à 16 heures, on fait une présentation d'1 heure un peu plus magistrale en fait, en gros du produit. Voilà. Donc Langchain4j CDI. Je vous invite à aller jeter un œil si vous aimez le Java et puis Langchain4j. Ça, vous verrez, c'est sympa. Il y a des choses en plus. Il y a du serveur MCP sur JAX-RS. Qui est au-delà de ce que fait Langchain4j, et aussi tout ce qui est le protocole A2A, qui est dont l'implémentation principale est faite par mon collègue Emmanuel Hugonnet. Et pour ceux qui sont pas dans l'écosystème Java au jour le jour, tu peux nous dire brièvement, tu peux nous rappeler brièvement qu'est-ce que c'est CDI, à part rencontrer à durée indéterminée? Alors, je sais que ces questions plaisent beaucoup à Antoine, regardez sa tête. Oui, j'aime beaucoup. CDI, pour des gens non Java? Ouais. Ou pour des gens qui font pas Java tous les jours, qui ont des connaissances, mais qui peut-être sont pas complètement calés dans l'écosystème Java. Ça va être le cœur qui va... Pour Brian Gus, tu vois, qui va utiliser ça, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer CDI sans donner le mot Spring? D'accord. Oui, alors on va essayer. Ça s'appelle ajouter un handicap. C'est comme dans les golf. Au bout d'un moment, il est trop bon, il va falloir lui compliquer la vie. Bon. Et tout ça, on va faire CDI for Dummies. Donc, disons que CDI, en gros, ça va être un conteneur. C'est quelque chose qui va faire le lien entre tous vos composants, logiciels, enfin métiers, vos BIN, pour gérer leur cycle de vie, pour gérer l'injection, enfin pour aller tisser autour des comportements, c'est ce qui va permettre de tracer des logs, faire de la sécurité, etc. En fait, c'est vraiment le cœur de la machinerie, en fait, qui est ultra important. Personne n'en parle parce que c'est toujours caché derrière, mais ça reste au cœur, en fait, de tous les serveurs d'application Jakarta AE et MicroProfile qu'on a aujourd'hui dans la communauté Java, c'est-à-dire Quarkus, Elidon, Liberty, etc. Effectivement, Spring a choisi une autre voie. C'est leur choix. Et voilà. Bon, moi, je suis plus CDI aficionados. C'est vrai. Ouais, juste, de manière générale, c'est de l'injection de dépendance. Donc, vous avez vos composants et qui appelle quoi et comment c'est injecté. Donc, on a juste une annotation, en gros, à rajouter, qui dit, je vais avoir cet objet qui sera déjà initialisé pour moi. Et du coup, ça facilite toute la coordination autrement d'une grosse machinerie d'objets, que ça soit l'accès à votre base de données, un composant métier, etc., etc. Alors, je finirai un étage encore au-dessus. En fait, c'est une solution au-delà de comment elle fonctionne en interne, qui va proposer un modèle de programmation unifié pour toutes les couches qu'on a dans l'environnement Jakarta AE. C'est-à-dire que l'idée, c'est que à terme, on ait à peu près la même façon de concevoir du code, qu'on fasse des choses côté data, des choses côté réseau, etc., et qu'on a une façon standard de coder et qu'on s'y retrouve. Voilà. Et que ça puisse interagir facilement. C'est ça que pour moi, et c'est aussi quand Yann a dit que Spring fait les choses différemment, c'est l'intérêt que je vois, c'est les côtés, on va essayer de faire les choses d'une façon unifiée, d'une façon plus ou moins
centralisé. Et sinon, moi, j'aurais été plus bête, mais je suis un Devrel, je parlais pas tellement technique, j'ai dit que c'est toute la glue magique qui permet que vous puissiez vous centrer sur votre code et pas comment est-ce que j'ai fait pour injecter la base de données ou comment est-ce que j'ai fait pour injecter telle autre dépendance. Mais bon, ça c'est la vulgarisation un peu poussée à l'extrême. Si on peut donner une illustration, puisque Yann parlait de LangChain for GCDI, le fait d'utiliser cette surcouche de glue, comme tu l'as dit, Horatio, ça va simplifier le nombre de lignes de code de manière assez drastique, parce qu'il y a toute la plomberie qu'on n'a plus à écrire et des choses qui se déplacent du code vers la configuration. Donc c'est toujours appréciable. Voilà. Bon donc ça, maintenant on sait de quoi Yann va parler, Antoine aussi. Et toi, Emmanuel, de quoi tu vas parler ou tu as parlé déjà? Alors moi, j'ai parlé avec Guillaume Laforge, qui est un DevRel de chez Google. Et en fait, nous, ça fait un lien parce qu'on a parlé des standards autour de l'IA, notamment dans le développement applicatif. Donc, je vous parle pas des coding agents, je vous parle pas du chat GPT que vos parents utilisent. Ça m'a assez marqué, mais voilà, mon père a fini. Si, écoute. Il tire à balles réelles, c'est fou. Et du coup, on parle des standards autour de ça. Et bon, on fait un petit tour des standards, mais les deux sur lesquels on zoome, et donc c'est un deep dive, comme on appelle, de 3 heures. C'est sur MCP et sur agent to agent dont tu parlais. Donc MCP, c'est vraiment la connexion entre une application qui utilise un LLM et des outils pour pouvoir explorer le monde ou influencer le monde. Et agent to agent, c'est plutôt quand on a un agent et des sous-agents qui veulent communiquer. Comment on fait aujourd'hui? Enfin, on peut essayer de le masquer derrière du MCP, etc. Mais il y a des particularités qui font que un protocole comme agent to agent, il te permet d'expliciter la notion d'isolation de contexte, de tâches qui est déléguée, de tâches qui durent un peu longtemps. Donc et en plus, c'est écrit par des gens qui visiblement ont eu de l'expérience pour écrire une spec, contrairement à MCP. Donc, c'est assez agréable pour des gens qui ont vécu un peu dans les specs. Voilà. Donc, on fait vraiment une grosseur sur chacun des deux standards, des deux protocoles, plus un survol un peu général, parce que ce qu'on s'aperçoit encore, c'est qu'il y a quand même des questions. Mais alors, le LLM, il n'appelle pas des méthodes? Ben non, pas exactement. C'est l'application qui fournit, par exemple, la signature des méthodes. Le LLM demande à appeler une méthode, l'application envoie. Donc ça, c'est des subtilités que même des gens qui connaissent bien, parce qu'on était dans la salle avec des gens, c'était pas des débutants non plus, et on a quand même passé 10 minutes, un quart d'heure à expliquer tous ces détails-là qui sont pas encore connus, voilà. Donc c'était super bien. En plus avec Guillaume, on se connaît depuis longtemps, on fait un podcast pas concurrent mais complémentaire, amis les cascodeurs, et du coup c'était un peu une version podcast en live puisqu'on s'interrompt, on se pose des questions, ça marche super bien. C'est ça la dynamique, vous l'avez. Donc ça tombe bien, moi j'ai passé 3 heures hier à parler de NCP sur les retours d'expérience et un peu le même retour que tu as fait. C'était censé être un talk pour des gens qui avaient déjà fait d'NCP, mais dans la salle, il y avait toujours une bonne partie qui n'avait pas les bases. Donc, on a d'abord balayé les bases, ensuite, des cas réels, des retours d'expérience, quoi faire, comment faire. C'était très sympa de voir l'intérêt aussi que ça réveillait dans les gens. Et tiens, en tant que développeur, c'est pas seulement utiliser la IA pour coder, c'est comment je code des choses pour que la IA puisse mieux s'en servir pour aller attaquer mes API, mes données, etc. Donc, les gens ont voyé que ça ouvrait des possibilités quand ils commençaient à expliquer tout ça. Alors moi j'ai une question pour vous deux, qui êtes encore plus que moi dans le MCP. Ce que j'ai vu beaucoup sur LinkedIn ces derniers temps, etc., c'est des gens qui disent... Dans le JCP, c'est ça? Non. JCP, ouais. On va pas vous expliquer, c'est un peu une inside joke. J'aimerais bien. Mais j'ai vu pas mal de posts en fait qui un tantinet agacé, mais c'est en gros des gens qui disaient le MCP est mort, ça consomme trop de tokens, etc. Donc j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Je pense que c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que pas du tout, mais par contre, parce qu'il faut bien réaliser l'écosystème MCP, il est énorme.
c'est quand même rarement vu une explosion aussi fulgurante. Je me souviens, pour te donner une idée, c'est sorti fin novembre. À Noël, il y avait, fin novembre 2024, à Noël, il y avait déjà plus de 200 projets open source construits qui marchaient avec des MCP qui te permettaient d'accéder à presque n'importe quel techno, et c'était un mois après. Et là, honnêtement, c'est comme Emmanuel, moi, j'étais surpris, j'avais commencé à faire mes premières talks en février de l'année dernière. C'était exponentiel. D'abord, tu faisais des petites implémentations, c'était en UE, tu voyais les boîtes se l'approprier, tu voyais les produits les embarquer, tu voyais des MCP pour faire des choses que les auteurs de la spec n'avaient carrément pas prévues. Déjà que là où j'ai rejoint beaucoup Emmanuel, c'est que les auteurs de la spec, de la première release en tout cas, on voyait que c'était pas leur cœur de métier de faire des specs. Ça va un peu mieux maintenant, il y a une nouvelle release qui arrive dans 3 semaines et ils ont ajouté plein de choses, ils ont pété structuré. pas mal de trucs. Oui, mais ils ont mis encore et des extensions, donc ça va aller déjà beaucoup plus comme une spec classique, mais l'adoption a dépassé carrément tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc l'adoption, elle est là, donc faut pas l'oublier quand on dit c'est mort ou pas, pas du tout quoi. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est que tu vois que l'écosystème MCP, donc t'as plein de connecteurs, mais du coup maintenant t'as aussi des outils qui se mettent autour. Comment est-ce que j'isole l'exécution de MCP, du sandbox, Docker et plein d'autres explore des choses comme ça. Tu vois des gateways qui se mettent entre le client MCP et le serveur MCP pour plein de bonnes raisons. Donc quand t'as un écosystème comme ça qui se construit, c'est qu'il y a du volume, il y a des besoins et on se rapproche des besoins d'entreprise de dire attends, moi je veux un peu contrôler tout ce qui se passe. Donc ça, pour moi, ça part pas. Par contre, effectivement, il y a, je sais pas quand exactement, mettons peut-être 6-8 mois, il y a eu un petit questionnement autour de, OK, mais si je me mets à lister mes 150 outils et que j'utilise le LLM, donc pour ceux qui savent pas, parce que la façon dont MCP est appelé par les LLM, là encore, c'est pas le LLM qui appelle, mais c'est ce qui s'appelle le function calling. Donc, on va donner l'application va donner au MCP la liste des outils sous un format JSON standardisé, plus le prompt, envoyer tout ça, et le LLM va dire, OK, j'ai ces outils à ma disposition, j'ai cette demande, qu'est-ce que je fais? Et puis, est-ce que j'ai des outils qui vont me permettre d'aller plus vite là-dessus? Donc, on passe toute la signature. Ensuite, le LLM, il vous dit, j'aimerais que tu exécutes telle méthode, et ensuite, on ramène. Mais en tout cas, cette liste de signatures, elle peut être grosse. À chaque fois, elle est envoyée dans ton contexte, donc ça te prend des tokens. Le deuxième truc, c'est que ça s'améliore, mais plus tu as de méthodes et plus le LLM, il sait pas trop laquelle choisir et devient potentiellement un peu confus. Donc déjà, il y a des bonnes pratiques du type, tu vas peut-être pas en mettre tous tes outils potentiels dans ce cas d'usage précis dans lequel tu es. Tu vas dire, je veux A, B, C et pas A jusqu'à Z. Déjà, ça va te limiter le nombre de tokens. Ensuite, tu as des patterns un peu de méta, du genre, voilà l'outil de recherche des MCP auquel tu pourrais avoir accès, voilà, qui limite un peu ça. Mais effectivement, il y a eu un espèce de retour en arrière en disant, vous savez, les outils en ligne de commande, ça marche quand même super bien, mais en termes de compacité, ok, j'ai un peu perdu là, de compacité de comment ça s'exprime, comment on recherche les informations, etc. Ça, c'est vrai, mais la CLI, il faut qu'elle soit installée localement, là où est l'application. Donc, il y a aussi des limites à ça, mais c'est un peu le backlash que tu as peut-être vu. Après, je sais pas si tu as vu d'autres sujets, mais... C'était du bashing, hein, on va être clair. C'est pour ça que je voulais arriver sur un truc aussi, c'est il faut se méfier énormément de ce qu'on voit sur les réseaux et même dans la tech, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. En fait, ça dépend. Des podcasts comme ça. Voilà. En fait, ça dépend beaucoup de où est-ce que tu te places. Je m'explique. Si tu te places comme un développeur qui veut accéder à des services tiers, tu te prends une clé, tu l'installes, tu bricoles ça, c'est super efficient. Si tu te prends du point de vue d'une entreprise qui veut donner accès au LLM, qui veut que le LLM puisse accéder à leurs services, tu n'as pas intérêt à demander à chaque personne qui veut accéder qu'elle s'installe une clé, et surtout tu as intérêt à pouvoir contrôler des choses comme l'authentification, le fair use, un rate limiter, des logs, des traces, et pour faire ça, tu as intérêt à avoir un serveur MCP. Donc, en général, les gens qui te disent, oh, non, un outil en ligne de commande, au pire, je demande à Claude, je lui donne le swagger del service, je demande à Claude d'appeler,
ça c'est très sympa si tu es en mode bricole et tu es le client. Bricole. Quand tu es en mode je suis l'entreprise et j'ai envie de cadrer l'accès à mes produits internes via de l'LM, tu as tout intérêt à aller dans les MCP, surtout que, comme Emmanuel disait, maintenant, tu commences à voir tous les briques nécessaires pour qu'il soit une architecture enterprise dans le sens qu'on comprenne ici enterprise avec tout ce qu'il faut pour qu'il soit cadré et soit minima sécurisé. Donc, pour moi, les deux discours sont simplement des points de vue complètement différents de où est-ce que tu te places. Alors moi, j'ajouterais deux choses. Déjà, je vais faire ma pub parce que bon, quand même. Donc, j'ai participé au workshop d'hier, mais demain matin, je donne une keynote. Il donne une keynote. Avec une éminente professeure agrégée d'économie et de management sur l'impact de l'IA sur les projets IT, donc du développeur au projet IT en allant jusqu'à l'organisation et peut-être un peu au-delà. Voilà, voir un peu quels sont les impacts et de proposer peut-être des pistes pour réduire ces impacts. Première chose. Et deuxième chose, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, je pense qu'il y a quand même une grosse confusion dans la communauté sur l'utilisation de l'IA pour concevoir des applications ou les mettre en œuvre dans des applications. On voit beaucoup de gens qui expliquent que super, ils ont recodé leur site web grâce à Claude ou machin. Mais en fait, la plupart des tâches qu'on est amené à faire sont des tâches liées à des applications de gestion, des grosses applications d'entreprise. On va pas faire la même chose de la même façon. Alors là, je parle d'utiliser l'IA pour coder, mais c'est pareil quand on le met en œuvre dans un applicatif de gestion où on veut rajouter effectivement des comportements non déterministes de l'IA, mais les ramener vers une approche plus déterministe, notamment grâce au tooling. On va pas le faire n'importe comment et faire un câblage un peu à la do it yourself. Donc il faut standardiser, il faut des services qui vont permettre de, comme l'a dit Horacio, contrôler l'identité de qui fait quoi et de vérifier que la facture à la fin du mois va être supportable. Donc, c'est indispensable qu'on ait une solution à la MCP pour mettre en œuvre dans ce genre de solution. Mais ça n'empêche pas que quand on est sur son poste et qu'on fait du bricolage, c'est effectivement plus pratique d'avoir une clé et d'y aller direct, quoi. Conclusion, beaucoup de cas, tu finis par, en tant qu'entreprise, à faire les deux. Nous, côté Clever, on a un serveur NCP, en plus avec les patterns de recherche dont Emmanuel parlait pour qu'il soit pas, il met pas trop de choses dans le contexte, mais n'empêche qu'on a utilisé notre CLI, notre CLI, pour que les LLM puissent s'en servir aussi. Et on voit que c'est pas tout à fait le même type de clients qui utilisent l'un que l'autre. Et donc, pour moi, comme j'ai dit, tout c'est une question de qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire avec. Ouais. Et puis je rajouterais qu'en fait, y a un double chose qui se passe si on prend un tout petit peu de recul, c'est que les gens de l'IA sont pas des développeurs applicatifs historiquement, donc ils sont en train de redécouvrir plein de choses qui sont dans notre tête, voire même qu'on a oublié tellement c'est dans le cerveau reptilien pour nous, de réflexes d'entreprise et de solutions d'architecture. Donc ça, c'est un peu réinventé. Bon, c'est comme ça, c'est assez classique dans l'informatique. Et puis surtout, en vrai, il y a quand même une partie vraiment nouvelle. Donc il y a des choses qu'on sait pas encore, et donc il y a un pattern qu'on estime être bon. On se lance dedans, et puis 6 mois après, on incrémente, on améliore les choses. Donc quand vous rentrez dans ces usages-là, là, va falloir garder la flexibilité et de vous dire, vous allez vraiment en mode produit, ce qu'on appelle, et pas en mode projet. C'est-à-dire que, bah oui, tous les 6 mois, je vais peut-être réfléchir, changer mon approche pour améliorer, réduire le nombre de tokens, être plus efficace, choisir un modèle plus petit pour ce cas d'usage qui n'était pas le cas avant. Voilà. Donc, il va falloir garder cet esprit de flexibilité et d'itération. Et vu qu'on est dans une séance de vie aujourd'hui, vous aussi qui écoutez, vous vous souviendrez, mais je sais que mes 3 camarades ils se souviennent quand on faisait de vos services SOAP avec XML et quand REST est arrivé et c'était un peu la même chose, les gens, ils semblaient tout redécouvrir et on a commencé à construire un truc et maintenant il va falloir sécuriser et il va falloir structurer et il va falloir bien nommer et on a vécu quelques années, on a tâtonné parce qu'on est passé d'un truc qui était bien fait, bien structuré avant à un nouveau monde qui s'ouvrait. Tu veux parler des gens qui cherchent à mettre du contrat autour de JSON, c'est ça?
Par je veux exemple. Moi, je veux juste mettre des commentaires. Ah oui, ça c'est déjà bien. Ouais, enfin, juste pour la petite histoire, IBM avait quand même inventé on appelle ça des appliances avec des CPU ASIC, j'imagine, de type ASIC spécifiques pour parser plus efficacement le XML à l'époque sautant quand même. True story. Je sais plus le nom, mais Enfin, de mémoire, ouais, c'était les boîtiers de Tupperware, oui. Il en fallait un de chaque côté, en fait, pour assurer ton bénéfice. Donc, il fallait payer 2 fois. Et puis, j'ai connu une boîte, en fait, où ils avaient un seul boîtier, donc ils le mettaient au milieu et jouaient avec, parce que c'était trop cher. Ok, j'étais pas prêt. Bon, on a parlé de quoi on parle chacun. Est-ce qu'il y a d'autres talks que vous avez vus ou que vous avez envie de voir? C'est le moment de mettre en avant des choses qui vous intéressent. Alors, moi, hier après-midi, j'étais voir un talk qui était assez intéressant. C'était, ça reliait 2 passions, hein, le jeu de rôle, en fait, et les agents ou agentes. Donc, c'était un talk assez sympathique, enfin, un workshop de 3 heures. Et j'ai fait du Python, voilà, ça arrive à des gens très bien. Non, en fait, je suis pas très Python à la base. C'est un langage que je peux utiliser comme ça une fois de temps en temps, et c'est là on en a fait un peu plus. Bon, c'était sympathique, voilà. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller tester le workshop pour se faire un peu la main sur du A2A. Ça atteint pas le niveau, je pense global, c'est le Strand, le framework de AWS, voilà. Je préfère un peu comment c'est fait pour l'instant sur la norme A2A, mais là, c'est pour faire vite, ça peut être très sympathique, effectivement. Ouais, je confirme, j'ai vu la version talk de ce workshop et ça vaut vraiment la peine. Ouais. Et moi, je vais. Il y a des tendances en fait. Du coup, je vais pas faire un talk spécifique, mais déjà, il y a quelques talks autour de la ligne de commande en Java. Écrire des lignes de commande, que ça soit du Pico-Cli, du Quarkus, peut-être de l'IA avec, enfin bref, un certain nombre de choses. Donc, on voit aussi qu'avec l'IA, on crée beaucoup d'outils pour soi-même et du coup, la CLI est une façon de le faire. Donc, ça, c'est des talks qui peuvent intéresser. On a beaucoup de talks autour de l'IA, donc il va falloir choisir un peu son bébé. Et puis, je vais mettre en avant certains autour de la JVM de base parce que autant on a tendance à vouloir râler en disant la JVM avance pas vite, ou alors elle avance trop vite tous les 6 mois, mais en fait elle avance pas vite. Enfin bref, on est en conflit un peu là-dessus. Et puis on se dit mais pourquoi ils avancent pas sur ça? Ils ont toujours des mauvaises raisons de pas vouloir faire les choses. Mais globalement, quand on regarde, il y a quand même eu assez peu d'erreurs dans l'évolution de la JVM. J'aurais pas pris le même chemin personnellement, mais voilà. Et là, justement, avec Java 25 de mémoire, il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent. Et là, on a des speakers qui vont vous parler de Kubernetes et de la JVM, des évolutions vers Java 25 et au-delà, les value types, par exemple. Et là, donc j'ai eu la chance d'interviewer un monsieur qui est pas là, mais qui s'appelle Rémi Forax. On a pu discuter 2 heures là-dessus. Il expliquait à un moment, ils ont travaillé à mettre des pointeurs au lieu de, je sais plus du coup, au lieu de 32 bits, c'est un petit peu moins, c'est 16. Et donc alors je me trompe peut-être, mais c'est le projet Lilliput. Et le projet Lilliput, ils ont amené 8 à 10% de gains de perf sur la JVM. La JVM, c'est un outil qui a été optimisé depuis très longtemps. Il y a probablement pas d'autre runtime aussi efficace sur la planète. Alors Rust, bémol là-dessus, mais en tout cas, gagner 8 à 10%, c'est pas censé arriver, quoi. Et donc là, c'est énorme. Bon, après, ça s'explique, c'est tout bête, hein, c'est que si on a des pointeurs vers des objets qui sont 2 fois plus petits, des pointeurs, il y en a beaucoup en Java puisque c'est un modèle objet et garbage collecté, on gagne beaucoup d'espace, moins de travail, moins de pression sur la mémoire, et donc il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Très bon talk de Ashraf là-dessus au Paris Jug à revoir. Oui, il explique ça en détail très très bien. Je vous conseille un Ashraf de chez Margot. Et c'était une super séance aussi au Paris Jug. Voilà, je me permets juste de lui faire la petite pub parce que tu parles de ça et c'était. Vous êtes beaucoup dans la pub, hein, vous deux. Voilà, et on mettra les liens comme d'habitude. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini la pub. Oui, c'est vrai.
Bah, Qu'est-ce qu'on fait en attaque? Et toi, Antoine, qu'est-ce que, niveau talk, tu as d'autres à me parler, à suggérer, à proposer? Alors, en fait, non, parce que, pour être honnête, je suis un peu en retard sur mes slides de keynote de demain. Mais effectivement, j'ai vu des tendances beaucoup liées aux nouvelles stratégies d'utilisation de l'IA en mode CLI, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent et je pense que si elles sont captées, je les regarderai. Et si j'ai l'occasion, demain, quand j'aurai fini ma keynote, j'irai voir celle qui m'intéresse. On a effectivement aujourd'hui alors je fais encore un peu de pub, mais je pense que c'est un talk intéressant. Deux collègues qui vont présenter effectivement des optimisations possibles de Java pour Cube. Donc c'est Jean-Michel Doudou et Alain Régnier qui, je pense que c'est en ce moment d'ailleurs pendant qu'on est en train d'enregistrer. Et donc je pense que ça c'est des problématiques intéressantes parce que nous quand on intervient sur des missions, c'est souvent le cas, l'utilisation de Cube pour faire tourner du Java est toujours assez étonnante. Je pense que c'est lié à des promesses qui ont été soit des fausses promesses, soit qui ont été mal comprises de gens qui ont pensé que en faisant du cloud ils allaient faire des économies. Donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent à mettre 0,2 CPU sur une JVM et c'est un peu un problème quand tu as besoin de faire du garbage. Et donc voilà, donc tout ça permet de mieux comprendre. Et au-delà de ça, je pense qu'Alain va aussi parler des nouveautés de Cube pour le partage de ressources type GPU, Nvidia. Il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées pour pouvoir avoir un meilleur partage de ces ressources et c'est un enjeu aussi important à notre ère de l'IA. Et je peux rajouter un petit truc, donc pour ceux qui, alors, allez voir si c'est enregistré, cette version-là, et sinon, moi j'ai nos copains de Devox France, en fait, ont lancé un truc qui s'appelle le Studio Devox France, et donc je fais j'ai fait pas mal d'interviews qu'on réalise au fur et à mesure des semaines, une à 2 semaines. Et il y a une de l'interview de Jean-Michel, du coup Doudou là-dessus, et on a pu parler de ça, de l'historique de la JVM qui était faite pour prendre tout ce qu'il y avait sur la machine, et puis Kubernetes qui arrive là, et du coup les nouveaux équilibres ergonomiques notamment qui ont été amenés. Et donc voilà, faut pas. On dit que Java est mort depuis longtemps, mais l'ours s'adapte assez régulièrement aux besoins, même s'il y a un petit peu de latence, et ça va pas sauter sur les dernières trends tout de suite, quoi. Mais Java est mort depuis au moins 15 ans, c'est bien connu. Depuis 20 ans. Depuis qu'il y avait des cheveux, quoi. Ah non, il y avait une époque où... T'avais des cheveux avant. Il y a un scoop là. Oh mince. Bon, et sinon, vu qu'on est dans Saint-Massy, autant parler aussi un peu des news, et vu que vous êtes tous côté Java, des news de l'écosystème Java, et je soupçonne que Yann et Antoine, ils sont une news un peu pub, mais une news quand même très valable à nous partager. Je te laisse commencer. C'est moi qui Oui, vas-y, commence. C'est toi qui as eu l'idée au départ. Oui, alors en fait, voilà, ce qui est intéressant, vous voyez, là, on a tous un certain âge, surtout moi, et donc on a tous vécu un âge où il y avait effectivement J2E, puis Java E, Spring entre-temps, puis Jakarta E maintenant, et donc toutes ces specs qui ont permis de faire des serveurs d'application, puis après qui ont servi d'inspiration à faire des choses plus légères comme MicroProfile, elles ont pour la plupart 20 ans, plus d'ailleurs. Et donc ces specs, elles sont extrêmement bien travaillées, extrêmement précises, et je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on ait de spécifications informatiques au monde. Alors, comme la JVM, c'est un truc assez exceptionnel. Juste une petite aparté, parce que ça je le vois monter plusieurs fois. Donc il y a une spec qui est très détaillée. C'est peut-être en dessous d'une spec d'un RFC HTTP, mais c'est très bien travaillé pour la plupart. Et il y a un TCK, c'est-à-dire qu'un outil qui permet de tester les implémentations diverses. Ça compte énormément d'argent, mais ça va au-delà de la spec. Et donc, c'est hyper important. Je sais que A2A était en travail là-dessus avec des gens de la communauté qui essayaient de pousser à une notion de TCK ou de test d'intégration, etc. C'est pas dans la culture parce que ça coûte de l'énergie, et voilà. Et puis ça fige un peu les choses, mais ça permet une qualité énorme, quoi.
Merci pour la précision. J'allais en venir au TCK, mais ouais, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est Test Compatibility Kit. C'est une collection en général très importante de tests qui accompagne une spécification et qui permet de valider le fait que quelqu'un qui dit ouais j'ai fait une implémentation de cette spec, d'accord, bah, si ça passe le TCK, on peut commencer à en parler, sinon on voit ta copie. Et donc le printemps dernier, Yann et moi nous étions à Gichateau et on discutait effectivement beaucoup de l'apport de l'IA dans le développement. Gichateau, tu peux nous dire des mots de qu'est-ce que c'est? Oui, justement, j'y venir. Je suis trop lent, c'est ça. Donc Gichateau, c'est une non-conférence. Comme il y en a d'autres dont on pourrait parler, comme JCRED, JALBA, etc. Et qu'est-ce qu'une non-conférence? C'est un endroit où des gens se réunissent et vont proposer des sujets d'échange, de discussion. Donc il y a une espèce de marché aux poissons, mais là vraiment improvisé. Bon, évidemment, les gens arrivent un petit peu avec des sujets sous le bras, mais on propose donc des sujets, les gens votent, et puis on fait le programme de la matinée comme ça, parce qu'en général l'après-midi il y a d'autres activités plus relaxantes. Et donc on va à travers ce programme aborder des sujets de discussion sur lesquels on n'est pas forcément expert, mais on aura peut-être un avis où on va prendre de l'information. On peut même proposer des sujets sur lesquels on ne connaît pas grand-chose et on a envie d'avoir un input. Et donc nous étions à cette conférence fort agréable et ça parlait beaucoup d'IA, ça parlait beaucoup de IA pour coder, de vibe coding, des choses comme ça. Et donc, on est arrivé à parler très rapidement de spec driven development. Donc, c'est plutôt rigolo, comme me disait Emmanuel, on redécouvre des choses qui datent des années 90, même avant. Incroyable pour faire des specs. Et bon, on a un peu rigolé, et après on s'est dit, mais en fait, moi je me suis dit, mais en fait, des specs, on en a, mais des trucs qui montent au plafond, on a tout de Jakarta. Et je me suis dit, bah tiens, alors moi j'étais spec lead de CDI, j'ai eu la chance d'avoir la garde de CDI quelques années. C'est pour ça qu'il a tellement rigolé tout à l'heure quand j'ai demandé si on pouvait expliquer qu'est-ce que c'était CDI. Je me suis dit, bah tiens, mais si on donnait les specs de CDI à manger à Claude Code, par exemple, ou à Codex ou autre. Et donc voilà, donc donner les specs à manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire les specs, elles vont être composées d'un document très précis de spécification très détaillé. Elles vont être accompagnées d'API et évidemment du fameux TCK. Donc, on demande, bah tiens, implémente-moi cette spec. Donc évidemment, il faut lui demander de faire un plan, etc., etc. Et moi, j'ai commencé de manière un petit peu, à la do it yourself dans mon garage. J'avais pas trop utilisé le vibe coding avant, enfin des trucs, j'avais expérimenté ça rapidement. Donc j'ai vu en quelques jours que bon, ça avait l'air d'être possible. J'ai dû arriver à 60-70% du TCK. Et puis j'ai dit, on pourra finir plus tard. Ça a l'air d'être. Moi, j'ai fait la démonstration qu'on pouvait le faire. Par contre, j'avais pas prévu qu'il fallait pas que j'en parle à Yann, parce que lui, il a un peu embrayé sur le sujet. Je vais le laisser continuer. Bon, c'est peut-être dû à mon passé d'école militaire où je suis un petit peu des fois buté quand je veux quelque chose. Je vais au bout. Effectivement, j'ai tenu le coup. Alors c'est ça qui est assez drôle parce que ok, on a des specs, mais c'est pas magique non plus. Il y a quand même un énorme travail derrière en fait d'attention. Excuse-moi, mais il a fait les 10% jusqu'à 70. Oui, mais j'ai recommencé depuis le début. C'est ça. Alors, faut savoir que ce qui est énorme, c'est que les 5% restants du TCK ont été les plus pénibles. Ça a pris 80% du temps, en fait. Et donc, effectivement, je suis arrivé au bout de ce conteneur CDI, etc., avec les 774 tests, je crois, juste sur la partie CDI Lite. 14. Oui, voilà. Mais ça, c'est que pour la partie CDI Lite. On n'a pas fait le full. Puis là, on s'est dit, bah tiens, on tient quelque chose. Je montre à Antoine, on se dit, mais bon, ça a marché, ça a pris beaucoup de temps. J'étais bien fatigué, mais est-ce que alors on en a profité pour faire des innovations technologiques. On s'est dit, tiens, on va partir sur du Java 25 tout frais, on va faire du JPMS, on va faire la génération de code pour les proxys. JPMS, c'est une gestion de modules runtime, voilà, qui permet d'isoler des morceaux de l'application par rapport à d'autres dans la JVM. Voilà. Bref, on a profité de partir de zéro et de pas tous nos petits camarades qui ont des compteurs CDI ont un historique qui est énorme, donc ils peuvent pas non plus tout casser. Là, on a pu se faire plaisir en fait. En gros, pour vraiment mettre tout ce qu'on pouvait en techno ultra super sympa dedans. Et comme ça, d'ailleurs des innovations de Java 25. Excuse-moi. Oui. T'as parlé des virtual threads. Et puis oui, voilà, c'est pure virtual thread. Enfin voilà, c'est vraiment on a tout mis. Et au départ, on a commencé à vouloir intégrer Jersey, qui est l'implémentation REST pour vos services REST dedans, et on s'est dit
ça tire quand même beaucoup de choses, et puis ça vient de l'extérieur, et puis il y a des petits problèmes, c'est pas vraiment JPMS et tout ça. Allez, on va prendre l'aspect que Jakarta reste, et puis on va la refaire. Et puis ça passe. En 2778 tests. Voilà, quand même. Et petit à petit, on a commencé à refaire tout un Jakarta EE11 Core, qui est le cœur en fait de Jakarta. On a commencé à avoir des morceaux qui sont tout prêts, qui sont propres. Puis on s'est regardé avec Antoine, on a dit bon, continue. Et on a continué et on a commencé à faire les specs micro-profile une par une, etc., jusqu'à arriver à un statut en fait où maintenant on a tout le core micro-profile en fait qui est prêt. On a aussi rajouté un Jakarta Data qui permet d'accéder aux bases de données avec un dialecte H2 et un dialecte Postgre. On a un projet complet qu'on a appelé Vidoc. Voilà, qui est une implémentation micro-profile 100% européenne souveraine. C'est important en ce moment, faut bien le souligner. Et on n'a aucune dépendance externe. externe. L'IA qui l'a pondu, elle était souveraine. Alors, attends, j'ai vérifié. C'est pas parce que tu utilises un clavier taïwanais que ton code est taïwanais. C'est bien, tu n'avais pas préparé cette réponse, j'aime bien. Voilà. Au niveau des outils, en fait, tant qu'il y a une intervention humaine, légalement, ça a été apparemment débattu par un tribunal. Et là, il y a eu de l'intervention humaine. Je vais vous donner les chiffres après. Le code, en fait, appartient à l'humain. L'IA étant considérée comme un outil. Ça dépend, en fait, comment on l'a utilisé. Au niveau... Si je peux rajouter un truc, vers la fin du projet, on a quand même essayé de solliciter nos amis de Mistral, mais bon, je pense pour l'instant ils sont sur très autre occupés. chose où ça les intéresse pas, donc on n'a pas les bons contacts. Donc voilà. si quelqu'un de Mistral nous entend, voilà, si on est intéressé pour vous aider à améliorer votre code et faire en sorte que ce qu'on a produit soit un peu plus souverain. Un peu plus souverain. En termes de temps, pour vous donner un ordre d'idée, alors le projet qu'on a réalisé est estimé par les IA à 3000 jours hommes de travail. On a, nous, mis, en termes de temps personnel, j'ai mis 530 heures de plus par rapport à mon travail habituel. Et Antoine, toi, tu es à peu près une centaine d'heures, hein, c'est ça? Voilà. Donc, le ratio est énorme. Ceci dit, ça m'a permis de tirer quand même des expériences, enfin, des retours d'expérience assez intéressants. L'IA va faire beaucoup de bêtises. Donc, c'est pas les promesses des réseaux sociaux où vous avez les petites slides, c'est, la fin du développeur, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut passer derrière. Je vous en conjure. Laissez pas le truc tel qu'il est fait. Ça marche bien, mais il faut contrôler. Il faut avoir un recul. Il faut avoir une expérience, ce qui nous amènera peut-être plus tard à d'autres questions par rapport aux développeurs juniors. L'autre truc, c'est le burn-out ou le surmenage de l'IA. Ce truc-là vous permet d'aller tellement vite qu'on a tendance, et je l'ai fait, à lancer plusieurs choses en parallèle. Et je me suis retrouvé après, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, à être complètement épuisé. Donc, à un moment donné, on a ralenti, comme on avait fini, on a ralenti, stop. Il faut prendre du recul. Je comprends pas, parce que t'as dit que t'as pris 3000 jours et t'as bossé 600 heures. Donc, c'est en gros 10 minutes par jour. Me dis pas que t'es épuisé. Non, c'était estimé à 3000 jours de travail. J'aurais bien aimé. Mais bon. Voilà. En tout cas, on a un nouveau venu dans le monde de Vidoc. Là, on l'a annoncé sur quelques mailing lists et on a fait aussi les blog posts. On va tenter de le diffuser, partager. On va demander aux gens de venir voir, de venir tester, peut-être coder, faire des morceaux. Si t'es intéressé, tu sais, t'es bienvenu. Oui, il faut préciser. On a des specs à faire. Il faut préciser que c'est un projet complètement open source. On est sous triple licence EUPL, EPL et GPL. Donc, vous pouvez choisir en plus votre parfum. Et on est en train de regarder. C'est quoi la première? EUPL, l'Européenne Public Licence. C'est une licence en fait qui a été établie par l'Europe. Ça aide à rentrer dans les administrations. Parce que c'est vrai que le côté souverain en fait de la stack, ça peut être intéressant pour tout ce qui est un peu étatique, peut-être même militaire à voir. Il y a quand même beaucoup d'intérêt en fait dans ce qu'on a fait sur la sécurité, etc. Il y a un truc, c'est un truc très important aussi. Comme on a tout refait, on n'est pas exposé en fait à la contamination. Des dépendances, etc. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement délicat en ce moment, en fait. Il y a eu beaucoup de cas, en fait, de contamination sur les dépôts NPM, etc. et d'autres. Et donc là, nous, on n'est pas exposé là-dessus. Il va falloir qu'on gère nous-mêmes les failles de sécurité.
Ce que tu dis, c'est que tu as zéro dépendance. Toute ta stack de parseur JSON, etc., il est réécrit par vous. Oui. Et le protobuf de Google aussi, et les WebSockets. On a un serveur HTTP aussi. Voilà, on parlait de, il y a une on parlait spec de burn-out, et ce malade a réimplémenté protobuf. C'est ça. Mais ne fait pas ça, mais si, il l'a fait quand même. Et question, donc, c'est triple licence. Pourquoi c'est donc EUPL, tu as expliqué rapidement, peut-être EPL et GPL, pourquoi, et puis pourquoi pas ASL qui est quand même le truc. Alors, je suis pas un expert en licence. Je me suis fait aider de mon stagiaire numérique. Le but, c'était d'avoir une licence qui permettait de protéger tout le code pour qu'il soit, pour qu'il reste open source. Ça, c'est très important. On veut quelque chose qui soit non piloté par une boîte, mais on veut pas empêcher non plus des entreprises potentiellement de pouvoir faire des extensions qui leur sont propres. Ce qu'on a en tête actuellement, c'est qu'à partir du moment où une entreprise voudra faire quelque chose de propriétaire, elle pourra le faire, mais si elle doit faire des modifications qui touchent quelque chose qui vient des specs, elle devra nécessairement le reverser en fait dans la triple licence. D'accord. Et c'est GPL Class Path Exception ou GPL? La GPL 2. Ouais, oui, je crois que c'est ça. C'est la classe passe. Bon, voilà, ça c'est de la news. C'est de la news. Ça, c'est un peu de news, oui. Et attends, et les gens ils font quoi là? Ils tapent Vidoc et les gens, ils tapent vidoc.dev et ils sont sur le site web. Ils ont accès à. Donc là, depuis ce week-end, il y a 3 articles, un qui raconte l'histoire qu'on est un petit peu en train de se raconter, un qui fait juste l'annonce, et puis un où il y a un petit getting started parce qu'on a une petite clé, puisqu'on parlait de clé tout à l'heure, qui permet de démarrer. Alors très inspiré de. On s'inspire beaucoup de Quarkus, ils ont fait des bons trucs. Ils ont fait de très bonnes choses. Qui permet de démarrer un projet assez rapidement, quoi. Alors c'est Vidoc, V-I-D-O-C-Q. CQ, ouais, pas CK. .dev. Et pour l'instant, on est en 0.2.0, on va dire alpha, bien entendu. Hein. Il faut encore un peu de temps quand même, malgré tout, pour que ça mature, mais... Et voilà, actuellement, vous cherchez des users, vous cherchez des contributeurs, vous cherchez des gens qui testent et vous donnent des feedbacks. Tout à fait. Voilà. Et on lance un appel à la communauté, voilà, pour venir faire tout ça. Et puis, si ça intéresse même des entreprises qui veulent tenter le coup, pourquoi pas. Mais bon. Donc, on n'a rien à vendre. Hein. Donc, faut rappeler, on s'appuie sur des standards. Donc, si vous avez un applicatif microprofile, il est en théorie portable sur Vidoc. Alors, il faudra probablement faire quelques petits coups de clé, mais on est sur quelque chose. Si vous avez quelque chose qui tourne sur Open Liberty, alors Quarkus, c'est un petit peu moins dans les standards, mais ça l'est quand même pas mal. Ou Payara. On fera un kit de migration. Oui, je pense qu'on va pas être trop menaçant tout de suite là. Non, mais c'est vrai que la philosophie de Quarkus, ça a été de prendre. Enfin, ce qui était important, c'est de la compétence des gens. Donc, la partie standard, elle était très utile là-dessus parce que les gens ont pu prendre des morceaux de code et surtout ce qu'ils avaient dans le cerveau là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se restreint pas à dire on doit passer 100% du TCK parce que des fois, il y a des morceaux qui enfin du TCK ou de la spec, mais il y a des morceaux qui contraignaient par rapport enfin, Quarkus a fait un shift architectural fort de passer de tout est défini au runtime à on passe au build time. Maintenant, c'est beaucoup plus utilisé et répliqué, mais c'était quand même assez neuf avec Micronaut. C'était les premières fois qu'on faisait ça. Et donc, il y a des choses dans les specs qui rendent ça un peu compliqué. Et puis d'autres choses qu'on estimait pas très bonnes. Donc, on est un peu plus léger sur, on passe pas à 100% du TCK, quoi. On est aussi, pour l'instant, 100% build, enfin, sur Vidoc, hein, il fait aussi du build time. Et oui, il y a certains morceaux. Alors maintenant, je crois que c'est accepté. Hein, il y a certains morceaux des specs en fait, des TCK que tu peux mettre de côté où c'est validé en fait. D'accord, cool. Bon, un projet intéressant à jeter un œil quand vous aurez de temps. Et sinon, vu qu'il nous reste encore un peu de temps, justement, d'autres news, d'autres projets intéressants que vous avez découverts, d'autres petits side projets sur lesquels vous bossez en ce moment, d'autres choses que vous sont étonnés ces derniers temps? On est un peu en sous-marin, nous.
Ouais, moi, c'est un peu difficile. Ce que je vois, c'est, je redis, parce qu'on en a parlé, mais allez voir la JVM normale. Restez pas coincé dans la JVM, je sais pas où vous êtes. 8, comme beaucoup de monde. Non, mais 8, c'est Android, c'est un peu spécifique, mais 11 ou je sais pas combien. Et donc, vous allez avoir des gains de performance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être positives pour vous et pour votre infrastructure, etc. Donc, allez regarder les news là-dessus. Quoi d'autre? En fait, tout avance doucement. J'ai pas vu de grosses news vraiment révolutionnaires. C'est un là-dessus, truc mais- qu'il y a précis dans l'écosystème Java. Tu disais tout à l'heure, certains trouvent qu'il avance trop doucement, non, qu'il change. Je trouve que c'est un rythme qui permet de les suivre. Si tu t'intéresses, tu n'as pas besoin d'être tous les semaines à regarder. Mais en même temps, ça avance à une vitesse constante. Ça progresse d'année en année. Alors moi, je vais te donner le point de vue d'un tech lead, entre guillemets Siam, qui bosse beaucoup chez les clients. Java avance très vite. Très très vite. Et en fait, on a du mal à tracter nos piou-piou, nos clients, etc., vers les nouveautés, les classes scellées, etc., les records. Parce que derrière ça avance, puis nous, derrière, en tant que tech lead, on a toute cette quantité de personnes, en fait, à essayer de faire monter en compétences là-dessus. Ça prend du temps. Donc moi, je trouve que ça avance très bien, très vite. C'est vraiment super intéressant. Mais de là à dire que c'est trop lent, non, je pense pas. Non, Voilà. je trouve que c'est une vitesse qu'en général, c'est assez agréable parce que tu vois qu'il y a des évolutions, mais tu te prends pas un changement tous les 3 semaines. Ah oui, non, alors c'est ça aussi qui est agréable avec Java, c'est par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres stacks techniques, c'est que c'est quand même très réfléchi. Les gens qu'on a en gros à la barre font extrêmement attention à la rétrocompatibilité, etc. Enfin, je veux dire, la stabilité, ça reste vraiment très professionnel. Et ça, c'est agréable parce que j'ai vu des catastrophes sur d'autres langages. On peut s'amuser de parler de Python 2 à Python 3, par exemple. Voilà, mais il y avait des cas, mais on n'a pas connu encore ce genre de truc-là. De souvenir, je crois que le dernier truc que j'avais eu de problématique à l'époque, c'était entre Java 4 et 5, je sais plus lequel, il y avait eu une grosse coupure. C'était il y a plus de 20 ans, quoi. Ouais, après, moi, je mettrais un bémol, parce que là, tu parles de Java, le langage. Et désolé au monteur, je suis entendu cracher dans les oreilles. Je mettrais un bémol, puisque Java, là, tu parles vraiment du langage et des difficultés à embrasser toutes les nouvelles fonctionnalités, surtout qu'en plus, maintenant, c'est un peu plus diffus, puisqu'on a les previews sur lesquels on pourrait jouer, qui évoluent, qui reviennent en arrière. Donc, c'est vrai que pour les gens, c'est un peu plus flou. Mais tu as quand même tout l'écosystème, et donc je sais pas si c'est si simple que ça de suivre, tu vois, tout l'écosystème. Donc toi, tu vas peut-être avoir un focus assez particulier sur soit le langage, soit la partie Java entreprise, soit Chacun sur la Java partie qui, CI. grosso modo, l'intéresse le plus, effectivement. Ouais. Donc, tu vas pas pouvoir avoir une vue globale et te dire, OK, j'ai mon snapshot de la semaine, c'est 3 articles et ça va. Tu vois, il y a quand même, il y a du volume, quoi. Oui, c'est clair que selon la partie qui t'intéresse le plus, moi j'avais en tête Java, le langage, comme je disais tout à l'heure, ça évolue, ça avance, mais à un rythme qui je trouve que me convient, mais effectivement, l'écosystème Java, non seulement l'écosystème, la JVM d'un côté, tous les autres langages JVM en plus, tout l'écosystème, les différents specs, non, il y a forcément des parties qui t'intéressent plus ou moins dans ça. Et puis, quand on parle d'écosystème Java, alors ici, on n'est pas trop Spring Boy, mais c'est aussi un écosystème très vivace, qui évolue vite, qui quand même représente une grosse partie du marché. Hein. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, on est au-delà de 60%, même si Quarkus gagne un peu de part de marché. Mais on voit là, par exemple, ces 2 stacks principales qui sont effectivement destinés à faire du microservice pour l'entreprise, que sont Spring Boot et Quarkus. On a des versions qui sortent régulièrement, des évolutions qui sortent régulièrement. Spring travaille, alors c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un legacy effectivement à reproduire l'utilisation de GraalVM et des images natives qu'avait lancé Quarkus dès le début. Donc c'est plus facile quand on commence à faire ça au début. Et on voit vraiment qu'il y a c'est un monde qui vit et qui évolue de manière continuelle.
Et oui, là, pour revenir à ce qu'on disait sur l'évolution du langage et de la JVM, effectivement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tout le monde, beaucoup de gens disent oui, Java c'est moribond, etc. C'est qu'il y a peu de hype autour de Java parce que les nouveautés sont des nouveautés qui sont pas nouvelles dans d'autres langages. On parle des virtual threads, ça existe, je crois, chez Go depuis presque 10 ans, même plus, dès le départ. C'est les coroutines. Oui. Ouais, des coroutines. Et on a attendu effectivement très longtemps avant de les implémenter. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, etc. Donc effectivement, c'est pas hype, mais quand ça arrive en général, c'est très mature et ça a été beaucoup réfléchi. Mais par contre, alors, puisqu'il faut donner des nouvelles, quelque chose de hype, moi ça me hype beaucoup. C'est le documentaire qui va sortir le 17 juillet sur l'histoire de Java. C'est Right Wines Run Forever, je crois le titre. Et moi j'ai vu la bande-annonce, il y a une belle brochette de gens que j'aime bien qui vont être interviewés et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je fais un peu de pub, je suis pas producteur, je suis juste spectateur, c'est mon blockbuster de l'été à moi. Ouais. Il y avait un documentaire sur Kubernetes aussi, l'histoire, qui est, je sais pas où il est, sûrement sur YouTube quelque part, si vous êtes intéressé par ça. C'est un trend sympa qu'on commence à voir des documentaires sur l'histoire des stacks techniques, des documentaires sur l'histoire des langages. Je pense que c'est extrêmement niche, mais moi, je m'éclate à regarder ça. Ouais. Et juste pour news, là, parce que là, j'ai repensé, donc, par exemple, quelque chose, là, le A2A, donc Agent to Agent, le SDK, il y a 3 SDK qui sont à la page aujourd'hui. Il y a celui de Python, celui de Go et celui de Java. Avec Java, en l'occurrence, qui a l'idée pour la version 1.0 qui était sortie en mars, qui a vraiment l'idée la charge, qui est maintenant en 1.0 final, avec un support de l'ancienne version et de la nouvelle, ce qui n'était pas gagné à la base. Et donc voilà, donc ça par exemple c'est une news un peu tactique là. Et l'autre dont je vais parler, on parlait de GraalVM. Et là pour le coup, moi je vois un peu de flottement chez Oracle. On a vu que GraalVM, ils disaient qu'ils allaient se concentrer un peu moins sur Java, un peu plus sur l'IA. Donc c'est pas hyper clair de exactement où ça va. On voit qu'Oracle et leur refocus financier doit faire des choses. Il y a des petites choses qui se passent. Donc voilà, je voulais vous donner un peu pas forcément que des bonnes nouvelles, mais des vraies nouvelles globales. On voit que de toute façon, tous les écosystèmes sont pas mal affectés par l'IA et par leurs sponsors de manière générale. Du coup, si vous dépendez d'une technologie fortement Microsoft et que il y a pas trop d'IA là-dedans, vous allez voir des choses. Et là, Oracle, c'est un peu la même, et c'est vrai de pas mal de boîtes en fait, je trouve. C'est clair. Et moi, j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais effectivement, ça m'a fait changer toute ma presse d'hier. Donc, il y a une nouvelle version une nouvelle spec MCP qui sort officiellement le 28 juillet, mais qui en a déjà la release candidate depuis un mois et la release candidate de SDK depuis quelques semaines. Et comme je disais, ça pousse un peu plus le côté plus carré, plus enterprise dans les specs MCP. Déjà des choses tout bêtes, comme ça force que les serveurs soient stateless pour qu'ils puissent se placer tranquillement derrière un load balancer et pouvoir monter à l'échelle sans devoir faire des bricoles complètement aberrantes comme on faisait avant. Le fait qu'il sépare des fonctionnalités core des extensions, ce qui va permettre d'avancer, de créer de nouvelles choses sans casser tout l'existant. C'est le cas, par exemple, des tasks que maintenant, des tâches asynchrones qui font une extension à part, qui vont pouvoir évoluer tranquillement sans devoir impacter le corps. Donc, il y a toute une structuration nouvelle qui se met en place. A priori, c'est la plus grosse évolution depuis le démarrage. Bon, le démarrage, c'était en novembre 2024, donc ça fait pas si longtemps, mais il y a eu déjà 4 révisions de la spec. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, si vous voulez vous lancer à écrire un serveur MCP, avant d'aller chercher la doc à droite et à gauche, regardez ces nouvelles specs, parce que moi, je partirai déjà si j'écrivais maintenant sur ce qu'il propose dans la nouvelle spec, ça vous facilitera la vie. Ouais, sauf que tu n'as pas forcément les SDK qui suivent encore. La release candidate de SDK est disponible. Okay. C'est pour ça que tu peux commencer déjà à jouer. Il y aura des choses qui changeront, mais si tu te lances maintenant, autant tu peux la release candidate de SDK aussi.
Il y aura d'autres bricoles qui changent dans les 3 semaines à venir, mais au moins tu seras future-proof directement. Si je peux rajouter un petit truc sur MCP spécifiquement, je sais pas, hein, mais j'ai peur qu'il nous fasse justement un Python 2, Python 3, parce qu'il y a quand même des évolutions. Quand on passe d'une spec qui est stateful à une spec qui est stateless, là-dessus, ça ouvre des questions assez fortes. Donc, est-ce qu'il va y avoir une backward compatibilité qui est prévue dans la spec, ou ça va être un peu à la one again? On a déjà vu parce qu'eux, ils n'ont pas de version. C'est pas 1, 2, 3, c'est la date du jour au moment où ils appuient sur Snapshot. C'est pas simple pour l'écosystème de dire je suis ou je suis backward compatible. Pour avoir parlé, enfin avoir été, puis ensuite parler avec des équipes qui implémentent MCP pour Quarkus, pour etc. Ouais. C'est chiant. Hein? En fait, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, même la spec originale, il y a plein de clients qui n'implémentent pas toutes les parties, mais même les primitifs de base. On dit il y a 3 primitifs de base, les tools, les ressources et les prompts. Non, en vérité, la seule qui est universellement implémentée par tous les clients, c'est les tools. Tu vois les outils qui implémentent les ressources, tu drops déjà la moitié des outils qui implémentent les prompts, tu drops les 3/4. Il y a certains qui implémentent prompts et pas ressources. Donc, aujourd'hui, une partie des problèmes, c'est que même quand tu développes un serveur, tu es obligé quelque part de niveler par les bases si tu veux que les différents clients, les différents harnais puissent se connecter et l'utiliser. Donc, il y a déjà de facto une fragmentation qui s'est mise en place. Il n'y a pas de TCK. Ouais, voilà, oui, donc aussi. Parce que on l'a implémenté sur Longchain4j CDI, on a un serveur MCP qui tourne dessus de JAX-RS et on a eu ces problèmes-là. D'ailleurs, même la première version des specs, on ne pouvait pas l'implémenter. Je me rappelle d'avoir une discussion avec Clément à propos de ce que vous avez fait dans Quarkus. Ça avait été très 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 compliqué au départ hein, de le faire. Après la version 2, je crois, enfin version 2. C'est passé, j'ai pu la faire aussi. Et là, en fait, en gros, on regarde, on attendait que ce soit finalisé. On est dans la même interrogation que toi, c'est est-ce qu'on va devoir casser ou pas, ou garder deux versions différentes, en fait. J'ai une question, je sais pas si du coup tu as eu le temps de regarder, parce que tu dis que t'as tout changé ta spec en 24 heures. T'as presque en 24 heures, mais... une semaine, mais oui. Ok. Donc, j'ai une question, parce qu'ils disent, OK, on va devenir stateless, et je comprends quand c'est... l'usage d'outils classiques, et donc le client en gros va passer des métadonnées qui correspondent à ce qu'il sait faire au niveau client au serveur à chaque fois, comme ça le serveur il a pas à garder cette information, donc ça ok. Et par contre à un moment il y a un outil qui permet de faire du serveur, du push du serveur, par exemple les notifications. Comment ça se passe là? On redevient stateful parce que le serveur fait une connexion à un client spécifique. Tu as vu des choses dans la spec autour de ça? Je n'ai pas vu, justement, ça fait partie des choses qu'il va falloir que j'implémente vraiment pour tester. Parce que c'est vrai que certains usages. De l'autre côté, ils sont en train de revoir les modèles d'interaction. Ils ont déjà toute la partie sampling, quand les serveurs pouvaient contacter l'LLM, ils l'ont discrètement déprécié. Ouais. Puis pareil, les routes, c'est les sollicitations. Non, les sollicitations se maintiennent. Par contre, et les logins, par contre, les sollicitations, ils ont dit maintenant, ça va se baser sur un nouvel protocole qui va gérer ces allers-retours. Donc, il y a des briques qui apparaissent pour gérer ces communications-là dans les sens serveur client. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de regarder exactement comment ça marche dans la vraie vie. Je sais qu'ils l'ont prévu. Donc, a priori, ça va pouvoir se faire. Il n'y aura pas de rupture de ce côté-là. Je ne sais pas combien d'efforts ça demanderait de passer de l'ancienne façon à la nouvelle. Du coup, c'est intéressant. Vidoc, ou Vidoc AI, là, le truc qui code Vidoc. Si les specs, elles sont lèges ou elles sont pas trop là, ça va faire quoi? Alors, la première version de serveur MCP a été faite aussi assistée par l'IA. Ça a été compliqué. Oui, parce que pas de TCK, pas le moyen de tester, etc. Donc de vérifier. Donc c'était l'expérimentation pour voir et puis des essais en fait à n'en plus finir. Et malgré ça, en fait, en gros, on n'a pas de certitude. C'est pour ça que j'insiste, faites des TCK, s'il vous plaît.
Écoute, il y a des groupes d'intérêt autour des MCP, je n'ai pas vu, autour de TCK. C'est peut-être le moment de lancer l'idée. Alors, j'ai un travail. Mais non, mais on a vu que tu as plein d'heures à dédier à des projets. Oui. Quelques heures et quelques milliers de euros virtuels et le truc serait joué. Et, Alors là-dessus, quand même, il faudrait préciser que la santé mentale de Yann a été sauvée par Donald Trump, qui a coupé l'accès à Trump. et donc, je pensais pas dire ça un jour, mais je remercie beaucoup notre ami Donald qui a fait en sorte que en appuyant sur l'interrupteur. Mais blague dans le coin, je pense qu'on doit beaucoup à notre ami Donald Trump sur le logiciel, enfin sur la souveraineté, parce que Est-ce que ça vous permet savez, à nos gouvernements en fait de enfin réagir. est-ce que vous savez qu'on adore sortir des extraits de podcasts comme des petits extraits TikTok? Je remercie beaucoup Donald Trump. Celui-là, je suis sûr que notre team marketing va s'amuser avec. Horatio, tu fais ça, je te traquerai, je te trouverai. Ouais, moi je voulais faire une remarque là on arrive à la fin du podcast. Je trouve qu'on a beaucoup prononcé le mot spec. C'est vous, ça. Non, mais même toi, Emmanuel. Hein. Les spec fanboy. Et effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas forcément le truc le plus sexy et qui était tombé un peu en désuétude, en tout cas. Et là, on se rend compte que l'IA aidant, le spec-driven development aidant, c'est quelque chose qui devient une révélation pour certains et puis refait surface pour d'autres quand même, parce que bon, ils ont un petit peu vu ça par le passé, et je trouve ça assez amusant de voir comment le vieux redevient neuf. Ouais, alors attends, parce que je suis pas entièrement d'accord. Donc le premier, c'est que on a vu beaucoup de choses qui sont passées de spec. Quand on parle de spec au sens Java, on parle d'API et de contrats que les implémentations vont respecter. Et quand on parle d'API, on parle d'une surface énorme. Ok. Quand on parle de MCP, de A2A, on parle plutôt de protocole, parce que en fait, globalement, bon, ça explique comment ça se passe dans le tuyau. Et au-dessus, c'est des choses qui sont très limitées. Enfin, on parle de, je sais pas, 1 pour 1000 en termes de surface, enfin, mettons 1% de CDI, tu vois. Ouais, et donc, je te parle même pas de toutes les specs Jakarta-I. Donc, oui, pour les protocoles, forcément, il y a besoin de ça, parce qu'il y a besoin de cette communication interstack. Donc ça, c'est ça qu'on voit beaucoup, c'est les communications interstack. Après, des specs pour dire, voilà comment, je sais pas moi, Groovy fonctionne, etc., t'en vois quand même moins, enfin, disons, il y en a pas des nouvelles qui sortent aujourd'hui, enfin, j'en ai pas trop vu. Et après, sur le spec-driven development, moi, j'ai une vraie question. C'est-à-dire que il y a les demandes de niveau qu'on va décrire en tant qu'humain, qui vont être écrits dans un document. Et puis après, il y a un humain enfin, ou de l'IA ou un mélange des deux qui va passer de ça au code. Et ce que permet l'IA, c'est de dire, quand je fais des modifications dans le code, je vais pouvoir mettre à jour la spec un peu de manière systématique et automatique pour garder les choses plus vivantes. Du coup, il y a quelque chose qui est plus facile que ce qu'on avait en tant qu'humain. Mais je suis pas sûr que dans une spec humaine, on écrive toute la sémantique qu'il y a dans le code. Donc, à un moment, la vérité reste quelque part dans le code, et peut-être le pourquoi et le contexte sera dans la spec. Et c'est pas hyper clair pour moi que le spec-driven development, sans toucher, regarder le code avec les fameuses dark factory, etc., délivre ses promesses en entier, quoi. Si je peux, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais là encore, on a peut-être plusieurs étages. Et moi, j'aurais tendance à penser sur certains projets dont on sait qu'ils vont avoir une durée de vie importante. On va pas passer de l'expression de besoin au code direct. Je pense qu'on va créer des harnais avec une palanquée de tests qui ressemblera, alors peut-être pas au même niveau, à ce qu'on a avec un TCK, c'est-à-dire enfin faire du vrai TDD, ou en tout cas approchant, où on écrit des tests
avant ou en tout cas en même temps que le code qu'on écrit pour être sûr que plus tard on cassera rien. Et finalement, cette création, ça va faire une espèce de spécification vivante qu'on saura faire évoluer en même temps que l'aspect technique, l'aspect fonctionnel, etc. Et effectivement, ce sera à faire sur des projets qui le nécessitent. Hein. Si on fait son site web, c'est pas trop le besoin. Mais je pense que c'est peut-être, alors moi j'ai pas non plus de boule de cristal, hein. C'est peut-être aussi un des scénarios qui va se détacher. Et les deux sont pas exclusifs parce que ça dépend de l'importance du projet. Moi, j'aime bien vos deux scénarios parce que ça va dans un sens que moi, peut-être par un biais, me plaît. C'est le sens, les développeurs deviennent ou redeviennent de plus en plus ingénieurs, dans le sens où tous les autres ingénieries ou l'architecture, l'ingénieur, il conçoit, il cherche la bonne solution pour les problèmes avec les bonnes contraintes et les bons coûts, il spécifie tout ça, il prépare et après, la exécution, elle est déléguée à, dans notre cas, ces mignons virtuels très sympas qui vont le faire. Parce que l'informatique, c'était parmi les ingénieries, figure d'exception, dans lesquelles la même personne réfléchissait, concevait, décrivait les solutions, les implémentait, les testait, faisait l'analyse de qualité et des fois il les opérait. Si tu avais ce titre bizarre de DevOps dans ton rôle, tu faisais littéralement tout. Tant que personne ne demande à l'architecte d'aller coller les briques et mettre la laine de verre dans l'isolation. Et quelque part, je trouve que c'est une évolution intéressante. Moi, moi, je suis naïf et optimiste. Les gens qui disent que le développement ne va pas exister dans 2 ans, j'ai tendance à me dire que c'est plutôt au contraire. Ça va changer de forme, ça va devenir plus un acte d'ingénierie comme n'importe quel autre. Ça va être peut-être même plus cadré, justement, comme tu dis, ça sera pas que des specs en langage naturel, il y aura peut-être d'autres choses, des harnais, des tests, mais on va redevenir plus des concepteurs qui trouvent la bonne solution pour les problèmes, et ces solutions-là seront implémentées par tous ces mignons virtuels. Ouais, alors, j'ai juste à rajouter un truc. Ça va pas se faire en 5 minutes parce que on a un point quand même très important. Nous on voit ça d'un point de vue technico-informatique, mais quand on est chez le client, quand on est chez les gens qui ont besoin d'un produit, ça va quand même être aussi une révolution de leur côté parce que cet échange de code aspect et ainsi de suite n'existe absolument pas pour le moment, donc il va peut-être falloir y penser. Et je pensais aussi à un autre truc, c'est que on va prendre par exemple les QA ou les billets qui font les specs ou les tests. Ils vont quand même devoir garder un rôle. Est-ce qu'on va laisser l'IA elle-même définir la validité d'un scénario ou pas? Enfin, on a plein de questions en fait là-dessus encore à élucider. Donc, on a encore beaucoup de travail et je pense que l'IA va nous aider à accélérer, va nous faire beaucoup de bêtises. Donc, on va avoir beaucoup de travail à résoudre. Et voilà, comme tu dis, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et je voyais un autre truc en fait derrière ça. Je voyais des gens qui disaient qu'ils étaient déçus parce que, et c'est vrai que c'est un petit peu ça. Ce qu'on aime nous, c'est coder. Et finalement, on abandonne une partie de cette chose-là en fait à l'IA. On reprend un niveau supérieur, on garde, on contrôle. Mais on n'a plus cette chose-là de ce qu'on avait quand on était gamin, quand on était ado. On a tous commencé à 13, 14, 15 ans. Je sais pas pour vous, moi c'était 13 ans. Et en fait, ce qui nous plaisait, c'était de faire, d'expérimenter. On va le perdre un peu. Alors, est-ce qu'on va reprendre, avoir ce plaisir-là qui va continuer avec l'IA, etc. Je sais pas. Voilà, j'ai un petit doute. Désolé. En discutant beaucoup avec des collègues de Clever sur ça, une des choses qu'on s'était dit, c'est qu'en général, il y a deux types de développeurs. Ceux qui kiffent le code en lui-même, taper des codes, écrire les codes, et ceux qui kiffent créer des choses. Et c'est clair qu'en général, celui qui kiffe créer des choses, trouver des solutions à des problèmes, créer une nouvelle application pour résoudre ça, l'IA, il le voit souvent comme un super cadeau. Celui qui kiffe l'effet de coder, il est beaucoup plus dans une situation désagréable parce que ces mignons virtuels dont on parlait, ils piquent leur jouet, quoi. Ouais, et juste pour en prendre un peu de recul, tu parlais de d'autres pratiques d'ingénierie.
Et en fait, ces autres pratiques d'ingénierie, elles sont quand même hyper cadrées. Si on prend la construction, par exemple, donc tu as un architecte qui est en gros le rôle que tu décris. Et l'architecte, du coup, il signe, quand le bâtiment il s'effondre, il signe des responsabilités quand même. Et donc là, comment elles sont évitées, ces responsabilités? Il y a deux choses. Il y en a un, il dit, j'ai utilisé telle technique qui est connue dans le monde et acceptée par les pairs pour être safe versus pas safe. Donc ça, c'est pas hyper clair qu'en informatique, on ait cette maturité-là, surtout qu'on en invente quand même beaucoup. Là, c'est clair, au moins pas encore. Ouais. Et puis après, il y a quand quelque chose s'écroule, est-ce que c'est la structure qui était j'ai le cas en tête je crois que c'est le toit à l'aéroport Charles de Gaulle que c'était. Ouais. Donc la question, terminal, il y a le toit, le T9 qui s'était effondré. Je sais plus, mais en tout cas, est-ce que c'était l'architecte qui était en faute parce qu'il avait dessiné un truc qui pouvait pas tenir, ou est-ce que c'est l'implémenteur, donc le bétonneur, qui avait fait une connerie? Et il se trouve que c'est le bétonneur qui avait fait une connerie de mémoire où il avait réduit la marge sur un truc à injecter et donc ça, c'est assez clair. Bon, il y a eu un procès, mais il y a eu besoin d'aller clarifier. Et par contre, il y a des limites claires entre le mignon A, le mignon B, le mignon C et le coordinateur mignon. Je suis pas sûr qu'en informatique, et avec, de toute façon, l'IA étant un outil, à la fin, c'est qui signe? C'est Bibi, pour l'instant, en tout cas, légalement. C'est ça. Donc, ça va, enfin, je suis pas, enfin, c'est intéressant ton approche, mais je suis pas sûr que l'informatique soit mature pour être au niveau d'un bâtiment ou même je sais pas moi, tu vois, l'industrie nucléaire, c'est pas si vieux que ça, mais ça me paraît quand même plus cadré. Et heureusement que nous, quoi. Moi, pour être passé sur pas mal de projets informatiques, je suis très content que l'ingénierie civile n'ait pas les mêmes pratiques parce que j'oserais prendre aucun pont et rentrer dans aucun bâtiment, c'est sûr. Après, à la base, je suis ingénieur télécom, spécialité électronique, donc, mais j'avoue que, voilà, l'ingénierie civile, c'est un extrême, mais... Ouais, après, si tu as une voiture qui conduit un peu toute seule, tu l'actives quand même. Hein. C'est donc, ça. À un moment, tu fais confiance à l'informatique. Et la question de la responsabilité, surtout quand on utilise ces minions virtuels, ça se pose déjà. Et tu bien dit, maintenant c'est toi qui es responsable des projets que tu as délégué et que des fois tu n'as pas eu le temps de faire une review de code comme il se doit de 700 milliers de lignes de code qui te produisent chaque journée. Ces questions-là, il va falloir que collectivement on trouve des réponses. Et je pense par contre, on est, en tant qu'industrie, on n'est pas mature. B, ça va nous forcer à commencer à le devenir. Ça, pour moi, c'est indiscutable. Il y a tellement de bouleversements que je ne sais pas comment ça va être notre industrie dans 2 ans, même pas dans 6 mois si j'exagère un tout petit peu, mais ça va devoir changer. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Faut qu'on se reparle dans 6 mois. Bon, nickel. On se donne rendez-vous. Moi, je suis sûr que dans 6 mois, ça n'aura pas changé. Mais après, dans la maturité de l'industrie. Ça n'aura pas changé, quoique. Regarde en arrière, il y a 6 mois. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça semblait il n'y a pas si longtemps. Il y a 6 mois, les gens qui disaient publiquement qu'ils utilisaient la IA pour coder, c'était pas tant que ça, et c'était plutôt des gens qui étaient des early adopters et tout ça. Maintenant, en 6 mois, vous avez fait lever hier la main dans la salle? Moi, je l'ai fait. Il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui n'avaient pas utilisé la IA pour coder. Ouais. Et... Oui, mais après, du coup, enfin, moi, ce que je vois, mon plug, venez sur exatgone.com et venez parler avec moi si ça vous intéresse, ce que je vous conseille autour de ça. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a eu cette explosion-là. D'ailleurs, poussé par les exécutifs qui disent « Ok, l'IA, ça a l'air vraiment magique. Si je rate le coche, je vais me faire dépasser par mes concurrents, etc. » En plus, ça me fait baisser les coûts, c'est top. Donc, tout le monde a donf. Ouais, justement. Du coup, il y a eu de la résistance. Maintenant, la résistance, elle commence à sauter parce que il y a des modèles qui sont plus de meilleur niveau et donc qui travaillent mieux, etc. Maintenant, les gens, ils sont dit, ok, c'est cool, on adopte. Et puis maintenant, c'est oh putain, attends, c'est combien là, que t'as dépensé? T'as dépensé le budget annuel en 4 mois là, donc on va ralentir, on va décider qui a droit à l'IA ou pas, à quel niveau.
Du coup, je pense que les coûts vont nous rééquilibrer. Il y a beaucoup de choses où ça va être beaucoup plus dans la nuance. Mais quelque part, c'est un retour en arrière. C'est pas genre, assumons l'IA infinie, comme on pourrait estimer l'électricité est infinie. Après, moi, je suis fan des modèles ouverts et des relativement petits modèles. Moi, je pense que le problème de prix va être résolu à base de modèles qui sont 6 mois en retard par rapport à des opus, mais qui marchent très bien, type de GLM, de Minimax, qui coûtent une fraction de prix, et même des petits modèles que tu peux mettre dans un Mac quelconque ou un strict salaud de AMD avec un peu de mémoire, et on utilisera les modèles frontières hyper chers pour les tâches vraiment compliquées, mais le jour sera fait dans des petits modèles et dans des modèles pas chers. Je ne vois pas une autre option. J'ai entendu ton argument, je sais plus à qui t'en parlait, c'était autour d'un verre là quand on s'est vu hier soir ou pas, mais j'entends, mais là tu assumes un usage, disons, fixe par personne. C'est-à-dire, je suis sur ma machine, j'utilise l'agent à fond. Ça, c'est un truc. Mais ce qu'on voit des gens qui ont explosé leurs dépenses, c'est qu'ils ont un truc qui dit, OK, je fais ma demande que j'ai déportée, mettons sur un issue tracker, j'écris le truc. J'ai un agent qui va demander à démarrer 100 agents en parallèle. Et du coup, tu as un effet multiplicateur de l'usage qui fait que tu veux utiliser beaucoup plus de tokens et indépendamment, et je pense que c'est beaucoup plus et ça va plus vite que la réduction de prix dont tu parles avec des modèles locaux. Même si je suis d'accord avec toi, je pense que les modèles frontières, on commence à arriver à un truc du genre, parce que vraiment j'en ai besoin là, et donc on commence à revenir un peu en arrière là-dessus. Donc là, bon, il y en a qui doivent avoir peur, c'est les labs. Ou peut-être qu'ils vont trouver un autre marché à adresser, mais au niveau du code, on commence à dire, OK, peut-être on atteint Peut-être lancer une centaine de surveillants pour ça, c'est un peu exagéré, quoi. Ah, mais on est complètement d'accord sur ça. C'est les usages vont évoluer. Et moi, je ne crois pas à l'apocalypse des prix que certains prédisent parce que je pense qu'on va s'adapter en réduisant certains usages et passant d'autres sur des modèles moins chers, sur des modèles locaux. C'est que je ne crois pas du tout, mais même c'est que, OK, OpenAI va exploser, la bulle va exploser et on va tous arrêter ces conneries de l'IA. Non, alors en fait, il y a plusieurs modèles prédictifs. Le premier, c'est genre, bon, à un moment, quelqu'un va devoir payer, donc les tokens vont exploser en prix, et puis à un moment, on va être un peu coincé, devoir les utiliser. Et effectivement, on va se demander, mais attends, par rapport au prix d'ingénieur, je vais gagner en vitesse, mais je vais pas gagner en prix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est un modèle prédictif. L'autre modèle prédictif, c'est OpenIA ou Anthropic, etc. Cool, parce qu'en fait, ils ont pas les reins solides. On se retrouve avec plein de data centers et des GPU que personne n'utilise. Et à ce moment-là, ça redevient pas cher. Mais ça, c'est en gros l'Internet où il y a eu plein de gens qui ont payé pour l'infrastructure. Ça, c'est tout cassé la gueule. Et puis maintenant, on a un Internet assez déployé, en tout cas dans les pays développés, et très utilisé. Mais du coup, le coût a été payé par des investisseurs qui ont perdu leur chemise, quoi. C'est souvent ça. Bon, et sinon, avant de finir, je viens de me souvenir que ce matin, je suis tombé sur une vidéo que je trouve très intéressante. C'est de Nicolas Martignol au Box Days Luxembourg, où il parle justement de comment ça s'est passé, l'adoption de la IA chez Black Market. On parle de plein de choses qu'on a parlé, de comment le prix a explosé par rapport au prix initial. En plus, il est vraiment très factuel, il donne les chiffres, il dit combien de centaines de milliers d'euros coûte aujourd'hui par mois la IA chez des développeurs de Black Market, comment est-ce qu'ils calculent, comment faire, à quel point c'est rentable, comment ils l'ont mis en place, comment ils ont fait pour gérer l'adoption. Donc, c'est justement un de ces talks retour d'expérience que je trouve vraiment bien et je trouve épatant la sincérité avec laquelle Nico a raconté ça. C'est super récent ou pas? C'est super récent. Et bien, la vidéo vient de sortir hier. Nicolas l'a postée hier sur LinkedIn. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, il a eu une expérience il y a pas si longtemps où ils sont aperçus que là, les prix, ça allait pas du tout aller. Donc, ils ont mis un proxy routeur pour contrôler un peu et dire, bon, bah, ce modèle-là, on va l'éteindre pour tout le monde. Tout le monde redescend à sommet et on réfléchit à ça et on va voir un peu. Et de cette expérience de nous utiliser un open router pour gérer les modèles. GLM, donc, justement, ça va pile poil dans ce qu'on était en train de parler
là. Donc, si vous voulez un complément de qualité, voilà, recherchez la vidéo. Bon, bah, je pense qu'on était bavard, 1h24. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent pendant qu'ils font leur sport hebdomadaire. On est content de vous avoir poussé à faire presque 1h30 de sport. Donc, on est des fiers. Après, écoutez pas 1x5 parce que ça vous fait moins, mais... Et merci à tous d'avoir été là. Merci Antoine, merci Emmanuel, merci Merci Yann. pour l'invite. Et merci à vous de nous écouter. Au revoir. Au revoir.